le parquet général. Veuillez vous asseoir. Bien, Monsieur Fachot, vous allez vous prêter aux questions de la défense. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, merci le témoin, Monsieur Fachot. À l'interrogatoire, tout à l'heure, d'identité, vous avez parlé de vous, mais vous avez décliné dans votre identité, votre ethnie et votre qualité de chef de chef traditionnel. Chef traditionnel, oui. J'ai constaté que vous avez occupé d'éminentes fonctions dans une république. Vous êtes intellectuel, comme vous l'avez relevé. Je voudrais trouver peut-être, vous demander une explication. Qu'est-ce qui peut expliquer ce repli identitaire de l'homme tchétchène? En tant qu'intellectuel, 2 fois ministre de la République, signataire d'un accord international de Lagos, vous continuez de vous réclamer d'une ethnie. Est-ce qu'on peut avoir de petits éclaircissements? Parce que ça n'arrive pas souvent à la barre d'une juridiction pour un témoin de votre trempe. Qu'est-ce qu'il explique? Mais très rapidement, on veut juste avoir un petit éclairage sur l'homme tchadien. Qu'est-ce qui explique ça, ce repli? Merci, Monsieur le Président, parce que c'est une question intéressante, mais je veux quand même essayer de faire une petite synthèse. Vous voulez simplement dire comment je me retrouve encore dans l'exil, un peu ça. Donc, c'est la question qui m'est posée. Vous savez, chez nous, au Tchad, on a connu beaucoup de phases. Il est évident que si aujourd'hui je suis à l'extérieur, ce n'est pas de mon fort. J'aurais souhaité, d'abord en ma qualité de chef traditionnel, d'un grand canton de 6000 habitants, rester avec mes populations. Mais comme j'ai refusé,
de participer à la gestion de coups d'État après M. Hissène Habré. Donc, ça m'oblige. J'ai fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. Donc, fort de cela, je me suis dit, peut-être vaut mieux se replier quelque part et attendre. Hein? On ne se suicide pas soi-même. On veut bien être là, mais si ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas de vous, il vaut mieux se replier quelque part. Voilà un peu la raison. Je pourrais être très long, mais je préfère être très court. C'est déjà clair dans l'esprit de tous ceux qui sont là. Vous avez été 2 fois ministre. Vous êtes intellectuel, vous l'avez dit, et effectivement. Mais nous avons constaté qu'il ressort de votre déposition, des déclarations qui sont là, consignées, que pratiquement vous avez passé une très bonne partie de votre carrière, votre séjour sur votre territoire, et même en dehors, à comploter contre l'autorité de l'État tchadien. Je donne juste 2 illustrations. Vous avez parlé d'une rencontre avec Kadhafi, qui aurait promis d'armer des rebelles contre l'autorité de votre propre État. Vous avez également, parlant des codos et des pertes qu'il faisait subir aux forces armées, que les dites forces, vous les qualifiez de forces ennemies. Voilà au moins 2 illustrations. Il y en a d'autres. Alors, comment expliquer ça également? En tant que Tchadien, mais parler de forces ennemies. Mais également parler de rencontres secrètes et personnelles avec le président Kadhafi pour armer des groupes contre l'autorité centrale de l'État. En tant qu'intellectuel, est-ce que ça ne vous froisse pas l'esprit? Monsieur le Président, je pense qu'on n'est pas rebelle quand on le veut. Les circonstances de la vie, quelles qu'en soient, amènent l'homme à prendre position. Nous avons pris position pour un Tchad républicain, démocratique, épris de droits, de paix et de liberté. C'est notre combat depuis notre jeunesse. Nous n'avons pas trouvé. Nous avons dit que les accords de Lagos étaient la base qui pourrait nous conduire à ce processus. Il a été interrompu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Notre objectif, c'était de rétablir cette volonté de l'aspiration de la plupart de nos populations. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et pour se battre, il faut trouver des alliés. Et nous avons choisi de faire alliance avec Kadhafi, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Il est évident, c'est pourquoi vous voyez que nous étions avec Kadhafi. D'accord. Vous étiez avec Kadhafi, vous l'avez toujours assumé, vous l'avez revendiqué, vous continuez de l'assumer. Ouais. Alors, ma question est de savoir, au moment de la reconquête de la bande Daoudou, vous étiez ministre des Relations extérieures de votre République, de votre État. Du Gounт, oui. Du Gounт. D'accord, c'est de votre État. Mais quel a été votre sentiment? Est-ce que la reconquête de la bande Daoudou, selon vous, ne devait pas être un motif de fierté nationale pour tout vrai Tchadien? Merci, Monsieur le Président.
nous disons, quelle que soit la nature du régime, la bande Daouzou fait partie intégrante du Tchad. Et Kadhafi le sait. Que ce soit le régime de Hissène Habré ou d'autres, il allait le revendiquer. Donc c'était dans notre mire. Mais à l'heure où nous étions, il fallait trouver un allié. On peut s'allier même à un diable pour un certain temps, si on peut réduire quelques contradictions qui nous opposent à l'intérieur. Parce que la seule solution pour nous, c'était d'accepter la poursuite logique des accords de Lagos pour nous amener à ce processus démocratique. Lorsque cet accord a été interrompu, pas la volonté d'une personne, parce que ce seul objectif, c'était d'être le président, le chef de l'État de ce pays. Mais pourquoi faire? On est chef pour les autres, on n'est pas chef pour soi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait changer ce processus autoritaire, égocentrique, pour se tourner vers un avenir peut-être meilleur. Personne de nous ne sait où aboutit sa vie demain. Et je pense que M. Hissène Habré ne pensait pas qu'un jour il serait là. Mais voyez-vous, la vie c'est ça. Il y a des imprévus. Mais aujourd'hui, il n'assure que les conséquences de ses actions. Comme demain, si j'ai des actions qui m'entraînent, qui entraînent à ce que je subisse les actions, les conséquences de mes actions, je les assurerai. Je ne veux pas me débiner. Merci. Personne ne sait ce dont demain sera fait. Vous avez raison, il n'y a que Dieu. Moi, je vous souhaite une brillante carrière. Peut-être un jour, vous serez à la tête de l'État tchadien. Pourquoi pas? C'est votre ambition, c'est votre aspiration légitime. Mais revenons un peu sur le profil de M. Habré. Une ou deux questions, peut-être une petite question. Vous avez été au courant que M. le Président avait nommé une éminente personnalité. J'ai là son nom, excusez-moi, peut-être qui est un peu difficile pour la prononciation. Kadbe Ngeri Bay Ressa Ngena. Ça ne vous dit rien? Gambé ou Kadbe Ngeri Bay Ressa Ngena, qui a été le dernier commandant de la gendarmerie nationale du premier président François Tombal Baye, et qui a également servi. Ça ne vous dit rien? Bon, c'est pas grave, vous avez passé une bonne partie de votre temps également hors du territoire. D'accord. Je voudrais donc juste vous relire la déposition de ce monsieur. Il a rappelé dans sa déposition que cet homme, Monsieur le Président Habré, l'avait recruté pour une mission particulière de veiller au rapport entre les militaires et les populations civiles, et ce, pour éviter les exactions. Cette initiative n'était-elle pas une initiative positive dans le cadre de la décrispation des rapports entre les fantes et les populations civiles? Vous n'étiez pas au courant de cette information? Je n'étais pas au courant de cette information. Je peux terminer? Mais vous pouvez poursuivre. Monsieur Fasso, vous êtes un grand intellectuel. Vous avez été 2 fois ministre, je le rappelle, parce qu'un ministre dans une république, je pense que c'est quelque chose.
Je lis dans votre déposition devant le juge d'instruction, à la question de savoir si vous aviez des liens de parenté avec les parties civiles, ou en tout cas les acteurs impliqués dans ce procès, vous avez répondu que vous n'en aviez pas. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité au juge d'instruction en tant qu'ancien ministre de la République et témoin clé de l'accusation? Je pense peut-être que les notes que vous avez prises n'ont pas été correctes. Je l'ai dit dès le départ, qui a suscité d'ailleurs la réaction. J'ai dit, je suis la témoin de mes amis, de mes parents et de mes camarades. Je n'ai jamais dit que je ne connaissais pas, je n'avais pas de lien avec ces gens, personne. Pas du tout. C'est un acte authentique qui est là, devant un juge, que je vous lis. Mention, le témoin n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec les inculpés ou les parties civiles. C'est ce qui avait permis au juge de vous entendre. Autrement dit, qu'est-ce que je fais ici? Je ne serais pas venu si je ne connais pas les gens que je viens chercher. Je remercie la Cour. Je remercie la Cour. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Je rebondis sur cette question, cette dernière que Maître Nying a posée au témoin Fasho Balam, que je salue au passage, pour lui rappeler que le procès-verbal de sa déposition faite devant le juge d'instruction est un acte authentique qui se termine comme suit. Après avoir lu haut et fort, la personne auditionnée n'a pas fait d'objection et accepte de signer avec nous et le greffier à 14h50. Cela veut dire que non seulement vous êtes auteur de toutes les déclarations portées à ce procès-verbal, mais qu'à la fin, après l'avoir lu, vous l'avez assumé et signé sans réserve. Alors que dans ce procès-verbal, mention est faite que c'est vous-même qui avez déclaré que vous n'avez aucun lien de parenté ou d'alliance avec les inculpés ou les parties civiles. Cette déclaration est contraire à celle que vous avez faite tout à l'heure et qui nous a valu de dire à la Cour que dans ces conditions, vous ne devez pas prêter serment. Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Qu'est-ce qui explique cette variation entre ces deux déclarations? Je réitère que si je n'avais aucun lien avec ces personnes, je ne serais pas devant vous à la barre. Je dis peut-être que... C'est bon. Hein? Je le répète. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Vous acceptez avec nous que vous n'avez pas dit alors la vérité au juge d'instruction. Je poursuis. Dans l'acte d'accusation, on parle de la répression des ethnies Adjaraï et Zagawa. Vous, dans votre déposition que j'ai lue ce matin, vous parlez de répression plus générale des ethnies Banguignérine, des Arabes, des Saras. Je voudrais savoir sur quoi vous vous fondez pour évoquer la répression de ces dernières ethnies, alors même que le rapport sur le contexte historique discuté ici spécifie clairement que les Arabes n'ont pas été réprimés. Ça, je ne sais pas, mais ceux qui ont fait l'objet des Arabes, d'attaques, c'est le système. Les Arabes ont été, comme tous les autres groupes, fait l'objet de réprimandes, de tueries, d'exactions. Je ne sais pas, mais je suis un peu surpris que ce que vous dites là me paraît étrange. Parce que j'ai fait une déposition, j'étais clair. Je n'ai jamais dit certaines choses que vous dites là. Et ça me paraît curieux. Mais bref, ce n'est pas l'objet de mon débat. Monsieur... Maître, oui.
Je crois qu'il faut restituer les faits dans leur contexte. Parce que l'expert qui a dit, et qui est venu déposer ici, et qui a soutenu son rapport, a clairement indiqué que les documents sur lesquels ils sont fondés n'avaient pas suffisamment de moyens de preuve pour effectivement parler de la répression contre les Arabes. Néanmoins, il dit que l'ampleur de la répression contre les Arabes était inférieure à ce qui a été observé par rapport aux autres répressions. Nullement, il n'a dit que les Arabes n'ont pas fait l'objet de répression. Donc, cela, il faut le restituer et voilà. J'en prends acte, Monsieur le Président. Mais comprenez aussi qu'après avoir lu très attentivement le dossier, retenant que l'accusation ne parle que de répression des Agawa et des Ajaraï, notant que l'historien qui a été entendu ici, qui est né au Tchad, qui y a grandi, qui a fait toutes ses humanités, qui n'est jamais sorti du Tchad, qui a fait toute une enquête objective que tout le monde a saluée ici, si celui-là ne nous parle pas de ces répressions et que subitement un témoin présenté comme étant le témoin clé de l'accusation nous parle de cette large répression des Arabes et de deux autres ethnies, alors, pour la bonne compréhension de ce qui s'est passé, je me dois quand même de lui poser une question sur cela. Je peux me suffire, certes, de sa réponse, mais la question est très importante pour ne pas être soulignée. Je poursuis. Monsieur Balam, en tant qu'acteur politique tchadien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les ambitions expansionnistes de la Libye, notamment du président Kadhafi, sur le Tchad? Mais, Monsieur le Président, permettez-moi, je vais revenir tout petit peu en arrière. Est-ce que vous avez vu le taux de migration des Arabes du Tchad vers la Libye et les pays voisins? Si vous avez des informations, je n'ai malheureusement pas apporté toute la documentation. Je peux vous fournir une documentation, vous dire le nombre des Arabes qui ont été exilés sous l'effet de la torture et de la répression du régime et qui sont retrouvés avec nous, la plupart en Libye. On peut compter plus de 200 à 300 000 Arabes réfugiés en Libye. Peut-être que je n'ai pas été en détail. Le régime de Kadhafi était notre allié, c'est tout, comme toutes. Mais puisque la preuve en est que M. Hissène Habré disait les impérialistes, alors qu'il était leur allié. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans la vie d'un homme, à un moment donné, on peut trouver des alliés. On peut s'allier à un diable. On savait les prétentions de M. Kadhafi vis-à-vis de nous. Je peux vous dire, moi qui vous parle, je l'ai rencontré 7 fois de suite. 7 fois. Discutant des questions tchadiennes. Mais à aucun moment, je n'ai ni cédé sur l'application de son livre vert, parce que c'était ça l'objectif. Amener tout le monde à suivre le livre vert. Je dis, moi, je ne comprends rien là-dedans. Je ne peux pas aller dans une voie que je ne connais pas. Donc, maître, sachez que tous les Tchadiens, nous sommes des patriotes. Il n'y a pas de patriotes plus que d'autres. On est très sensible, en ce qui me concerne, des questions liées surtout à l'honneur. Le Tchadien est très sensible. Il aime sa patrie, quel qu'il soit. Il ne vendra pas un morceau de son territoire pour quelque chose. Et nous sommes sûrs pour cela. Donc, ne croyez pas que notre liaison ou notre collaboration avec M. Kadhafi, que Dieu garde son âme en paix, n'est pas un marchandage. Nous ne marchanderons jamais notre pays, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous trouver. Cela étant conscient de l'ambition expansionniste de Kadhafi sur le Tchad, et en décidant de vous lier à la Libye pour combattre les forces gouvernementales
qui luttait pour la préservation de l'intégrité du territoire tchadien. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, en tant qu'homme politique, patriote comme vous vous définissez, vous protégiez votre patrie? Maître, le pouvoir légal après les accords de Lagos, c'est le GUNT. Le régime de M. Habré, pour nous, c'est un régime rebelle. Nous étions la légalité. Et par des jeux de combine, on a cru que M. Habré était le légitime. Non, la légitimité, c'est celle que nous a accordé les accords de Lagos pour amener à un processus démocratique. Ce processus a été rompu. Comment vous allez me dire que nous, on est des rebelles? Non, nous ne sommes pas des rebelles. La légalité est de notre côté. L'essentiel de ma question... Oui, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à Monsieur le témoin qu'en réalité, et comme je l'ai toujours rappelé, lorsqu'il donne ses réponses, ce n'est plus à l'avocat, à la défense, mais les réponses sont pour la Chambre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à M. Facho Balam que l'essentiel des observations que je suis en train de faire n'est pas de définir qui est rebelle, qui ne l'est pas, qui est légitime, qui ne l'est pas. J'ai simplement expliqué, et je crois qu'il l'a compris, que le président Kadhafi a eu des ambitions affichées d'annexer tout ou partie du Tchad. Il y a, même si vous considérez que le gouvernement en place n'est pas légitime, il y a quand même un gouvernement qui est là, exerçant le pouvoir, et qui combat l'expansion de la Libye vers le Tchad. Et vous vous liez à cet ennemi désigné pour combattre les forces gouvernementales qui sont en train de s'opposer à son projet. La question, elle est très claire, elle est très simple. Est-ce que vous pensez à ce moment que vous restez patriote et que vous défendez l'intégrité territoriale de votre pays? C'est ça la question. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Ce n'est pas l'objet de cette réunion. L'objet de cette réunion est de savoir quels sont les crimes causés par M. Hissène Habré. En ce qui concerne notre collaboration avec Kadhafi, le monde était divisé. Rappelez votre histoire, la géopolitique, dites-le. Le monde était divisé en nord-sud, divisé en est-ouest. Il fallait bien que quelque part, on trouve des alliés. Et je dis, encore une fois, l'affaire de Daouzou, l'affaire de la bande Daouzou, nos relations avec Kadhafi, ne fait pas l'objet de cette discussion. L'objet de notre discussion, c'est les crimes de torture, de mort, qui ont été posés, assumés par le régime de M. Habré. C'est ça qui fait que nous sommes là. Monsieur Facho, je ne pense pas qu'il vous revienne de vouloir circonscrire l'objet des débats. Si vous avez un temps soit peu lu l'acte d'accusation, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il reprochait au président Habré, entre autres, les actes qui auraient été perpétrés à l'occasion de ces guerres, ce qui aurait été fait des personnes capturées pendant ces guerres. Donc, nous ne pouvons pas ne pas vous poser des questions sur ça. Si maintenant vous ne voulez pas répondre, vous le dites. Nous en prendrons acte. Mais quand même, la question est claire. Dites-nous ce que vous en pensez. Monsieur Facho, en fait, comme ce matin nous l'avons rappelé, vous êtes également un témoin de contexte. Et partant, toutes les questions qui tournent autour du Tchad peuvent vous être posées, sauf à la Chambre d'en juger leur adéquation par rapport à la poursuite qui est exercée aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que mettre sorte du cadre de ce contexte-là. Si vous pouvez répondre à la question, vous y répondez. Si vous estimez que vous ne pouvez pas aller au-delà de ces réponses, vous le dites également.
Monsieur le Président, je ne réponds pas à cette question. J'en prends acte. Mais je dis simplement, Monsieur le Président, que ce que vous dites est d'autant plus vrai que le parquet général lui-même, ici, devant tout le monde, a félicité le témoin en lui faisant remarquer qu'il est son témoin clé, donc celui de l'accusation, et qu'il est sa mine d'information. Alors, si ce témoin clé, cette mine d'information, reste muet comme une carpe sur les questions fondamentales, nous en demandons simplement acte et nous poursuivons. Alors, avant que vous ne poursuiviez, laissez-moi demander au témoin pourquoi il ne voudrait pas répondre à la question. voilà. Monsieur le Président, cette question de la bande d'Aouzou a été un objet de glorification à un moment donné. Et nous ne pensons pas qu'on peut se glorifier de cela. C'est une revendication nationale, quelles que soient les conditions. Vous voyez, je vous donne l'exemple de la zone qui opposait le Cameroun avec le Nigeria. Est-ce qu'il n'a pas été résolu d'une manière pacifique? Et nous pensons que nous devions mettre en avant la résolution pacifique des problèmes que opposent les nations, les populations locales, et à cela sortira la dignité de l'homme que nous sommes. La violence n'est pas le moyen d'assurer un avenir meilleur. Pourtant, vous avez refusé la main tendue du président Habré pour la paix du Tchad, pour l'union des Tchadiens, pour le développement du Tchad, et vous vous êtes allié à l'ennemi, vous avez pris les armes et vous avez combattu les forces gouvernementales. Qu'en dites-vous? Non, c'est vous qui dites, c'est les forces. Moi, je vous dis, pour moi, ce n'est pas de forces gouvernementales, c'est des forces de rébellion. Le gouvernement légal, c'est le GUNT, issu des accords de Lagos. Je poursuis, il ne répondra pas à ces questions. Mais, Monsieur Facho Balam, vous êtes chef de parti, n'est-ce pas? Oui. Vous savez que tout parti politique créé a pour objectif la conquête du pouvoir. Vous le savez? Oui, bien. Vous savez les charges, les obligations, les devoirs d'un chef d'État, une fois que vous réussissez, après avoir formé votre parti, à accéder au pouvoir? Vous êtes conscient des responsabilités, des devoirs vis-à-vis de la nation, du chef de l'État? Je ne peux pas répondre comme ça. Vous ne pouvez pas répondre. Ok, je suis d'accord. Votre réponse me satisfait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un chef d'État qui se rend complice par l'acceptation de l'annexion en tout ou partie de son territoire est passible de haute trahison? Un bon chef d'État, maître, Monsieur le Président, c'est celui qui s'occupe de la sécurité, de la santé, de la paix dans son pays. C'est ça pour moi le chef de l'État. Celui-là qui s'occupe de la santé, de la paix et d'amener les peuples à s'entendre. Monsieur Habré a fait la fracture sociale en opposant les Tchadiens du Nord avec le Sud, en disant qu'il représentait les nordistes. Et je pense que ce n'est pas ça, faire le Tchad. Nous, on a une autre vision du Tchad. Le Tchad, c'est là où celui du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, croise son frère, marche avec lui, les mains dans les mains, regarde les problèmes fondamentaux qui opposent le peuple tchadien. Mais ce n'est pas aller faire de la guerre, alors qu'à l'intérieur, nous ne sommes même pas d'accord. Et vous dites ça, c'est le rôle du chef d'État? Je sais bien qu'est-ce qu'un responsable de chef d'État. Ce n'est pas d'aller faire la guerre, c'est d'abord s'occuper de son peuple. Quand le peuple est affamé, n'a pas de sécurité,
on crée une situation de panique à l'intérieur avec la DDS. Même ton voisin devient un ennemi. Personne ne se sent en sécurité. Alors, vous pouvez penser ça, c'est le rôle de chef, si c'est le rôle de chef d'État. Et celle-là, moi, je crois que je n'en partage pas du tout la conviction. Monsieur Balam, je ne parle pas du président Habré. J'ai parlé dans l'abstrait d'un chef d'État, du chef d'État. Que ce soit l'État du Tchad, l'État du Sénégal, l'État du Burkina Faso, l'État du Mali, je parle du chef d'État. Vous ne pensez pas que ce chef d'État, de quelque État que ce soit, qui accepte l'annexion de tout ou partie de son territoire, est-ce que ce chef d'État n'est pas passible de haute trahison? C'est ça la question. Monsieur le Président, quand on parle des choses comme ça, on ne fait pas parachuter un problème. Il faut savoir quel est le contexte global dans lequel se trouvait le Tchad. Quel contexte? Contexte de guerre civile. Contexte où l'État était presque néant. Est-ce que la priorité, il ne faut pas prioriser? Pour nous autres, la priorité devait être d'abord la reconstitution de l'État. Maître. Très bien, je suis satisfait. Oui, je voulais vous dire que réponse a été donnée. Vous pouvez ne pas vous satisfaire de la réponse, mais réponse a été donnée. Je suis satisfait. Je suis satisfait et j'allais continuer. Les choses sont très claires dans mon esprit, Monsieur le Président. Monsieur Balam, vous avez été nommé ministre dans le dernier gouvernement, je pense, du président Habré. Vous y avez séjourné jusqu'à la chute de ce régime-là. Et vous vous êtes glorifié ce matin ici des actions positives que vous avez apportées et qui ont permis au Tchad de commencer à bien marcher, à bien fonctionner lorsque le coup d'État qu'il a renversé est arrivé. Mais c'est pendant cette dernière année que les Agawa ont été soi-disant réprimés. En tout cas, c'est ce que soutient l'accusation. Vous étiez dans le gouvernement, membre du système. Qu'avez-vous fait pour vous opposer à cette répression si vous aviez la possibilité de changer le cours des choses pour faire en sorte que le Tchad commence à bien fonctionner? Qu'avez-vous fait lorsque ces Agawa ont été exterminés? Monsieur le Président, je reprends encore tout ce que j'avais dit ce matin. Vous savez, l'expérience, ma petite expérience de régime de chez nous, m'ont montré que il y avait dans un gouvernement deux groupes de gens. Il y avait d'autres qui étaient là, comme par avant, qui ne connaissaient rien de ce qui s'est passé. Il y avait d'autres qui se retrouvaient pour discuter leurs problèmes. Et j'ai dit, j'ai vécu un régime tribal, ethnique, où on m'amenait juste pour dire, voilà, comme on a signé un accord, il faut que tu viennes. Mais j'ai dit, est-ce qu'on a demandé mon point de vue? Est-ce que j'avais besoin de rentrer dans un gouvernement de ce genre? Loin de là. Mon seul souci, c'était que mes camarades étaient en prison et il fallait que, quelles que soient les conditions, même si je devais me sacrifier, qu'ils soient libres. Parce que je suis le chef. Je dois assumer toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Donc, les histoires Zakawa, les Zakawa, ce sont ceux qui ont amené M. Habré au pouvoir. C'est eux qui l'ont accompagné, étaient ses compagnons. Ils se connaissent mieux, ils sont du fan. Moi, je suis de Gounte. Quelle différence entre nous? Quel rapport entre nous? Nous étions des halogènes dans un gouvernement qui nous considérait comme des cerveaux pour faire fonctionner certaines relations, certaines administrations, c'est tout. Et je l'avais dit ce matin, je n'avais jamais assisté à un débat correct d'un membre de gouvernement pour dire voilà le problème qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais du tout. Dans le régime du Sénabré. Pas du tout. Donc j'étais un halogène, un parachuté, comme par avant. Mais comme j'avais mes camarades à sauver, j'ai dit fais ce sacrifice. Je l'ai fait. La preuve en est que le régime des Zakawa est venu. Vous m'avez vu, un jour vous avez entendu que Balam est dans le régime des Zakawa. J'ai dit non, je ne peux plus continuer dans cette expérience.
Je veux un Tchad républicain, démocratique. Voilà ma situation. Un halogène qui pouvait influencer pour changer le cours des choses, mais qui ne pouvait rien faire lorsque des exactions étaient commises. Je comprends avec vous, et je l'accepte, que la question est gênante. Je me satisfais de votre réponse. La dernière question, Monsieur le Président. Maître, est-ce que vous pouvez éviter de faire des commentaires? Si une réponse vous a été donnée et que vous êtes satisfait, on passe à une autre. Mais vouloir faire des commentaires de cette réponse, ça va l'amener aussi à vouloir réagir. C'était juste une phrase pour ne pas rebondir sur la même question. Parce qu'en réalité, il n'a pas répondu. Mais je poursuis et je termine par là. Le procureur général vous a rappelé votre déclaration ce matin, selon laquelle M. Habré contrôlait tout. Vous disiez cependant, en parlant de la libération de vos camarades, qu'un chef ne peut pas connaître certains détails. Pourquoi alors M. Habré, qui avait forcément beaucoup plus de responsabilités, peut-il être au courant de tout ce que font les fonctionnaires tchadiens, y compris dans les détails? Mais j'ai répété ce matin que M. Habré est un bon administrateur, prêt à passer des heures à lire ses fiches. Et je sais, par expérience, par vécu, que rien ne pouvait, ayant signé un accord avec lui, que rien ne pouvait m'arriver si ce n'est lui qui donnait l'ordre. Et ça, je l'ai vécu. Vous pouvez poser la question à beaucoup de Tchadiens, ils vous le diront. Et je vous ai donné un exemple ce matin de cet individu sur le pont Chagua. En 30 minutes, M. Habré au courant. C'est dire que quand même, à moins que ce que son propre parent m'a raconté, m'ait raconté autre chose. Il m'a dit cela, et je le crois parce qu'il est très proche. Simplement, je ne vais pas donner son nom. Donc, disons les choses telles qu'elles se présentent. Et je reprends encore, je dis, M. Habré connaissait tout ce qui se passait dans le pays. Il avait un réseau d'informations très perfectionné. Et je ne pense pas que Habré pouvait, ou quelqu'un Tchadien pouvait disparaître sans que M. Habré le sache. Voilà, je le répète. C'était ma dernière question, Monsieur le Président. Je vous remercie. C'est à nous, je vous dis merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Monsieur Fachot, bonjour. Merci, bonjour à vous aussi. Je vais rebondir sur la dernière question qui a été posée par mon confrère Maître Sen. Lorsque, sur interrogation du ministère public, l'accusation, autrement dit, qui a déclaré que vous étiez son témoin clé, que vous inspire cette qualification de la part du ministère public? Bon, cette déclaration, je remercie parce que le procureur de la République sait. Il a dû sans doute parcourir mon CV. Il sait que depuis 1979, on est aujourd'hui à plus de 30 ans, que je suis dans la vie active du Tchad. Et que je pouvais donner des détails multiples sur ce que j'ai vécu en tant qu'individu et ce que j'ai vu de mes propres yeux. Très bien. Donc, je remercie Monsieur le procureur pour sa déclaration dans ce sens-là. D'accord. Monsieur Fachot, en toute sincérité, pensez-vous que, depuis le début de votre interrogatoire, vos réponses satisfont l'objet de la question qui vous est posée? Sont-elles autrement dit objectives et précises? Monsieur le Président, je pense que j'ai été le plus précis possible. Très bien.
Vous disiez tantôt, à l'occasion de votre audition, que chez vous, les sudistes, je reprends votre expression, ce n'est pas la mienne, hein, c'est vous qui avez utilisé ce substantif. Chez nous, les sudistes, lorsque nous recevons un hôte, quel qu'il soit, nous lui faisons bon accueil et nous lui donnons même à manger. Pensez-vous que cette hospitalité soit l'apanage ou le monopole des habitants du sud du Tchad par rapport au reste de l'Afrique? Loin de là, Monsieur le Président, je pense, j'ai vécu au Sénégal. J'ai passé 12 ans au Sénégal. Je connais presque toutes les régions du Sénégal. Je me suis promené là. Et si j'ai parlé du sud du Tchad, ce n'est pas que j'ai fait un parallélisme ou j'ai fait une opposition avec les restes des pays africains. En Afrique, partout, on vous accueille avec bras ouverts. Et quand je vais dans la petite côte, je vais chez des amis avec qui je m'en vais. Ils me servent le tchébidjen que j'aime bien. Et que je parte à Ziguinchor, je trouve les mêmes camarades et je vis avec eux. Donc, ce n'est pas un monopole du Tchad du Sud, même les nordistes. C'est la même chose parce que la question la plus importante qui nous a conduit à dire cela, c'est que la répression s'est abattue sur les populations du Sud. On voulait exterminer cette population du Sud. Vous devez le savoir, le sud du Tchad, c'est la zone soudanienne. Monsieur Facho, répondez seulement à la question que vous êtes posée et n'essayez pas de l'extrapoler. Attendez, peut-être la suite viendra. Excusez-moi, c'est un défaut d'enseignant. Hein, donc, Tout à fait, Monsieur le Président. Je vous remercie de cette remarque pertinente parce qu'effectivement, comme le disait tantôt Monsieur le Président, les commentaires risquent de permettre à l'un ou à l'autre de rebondir. Alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Facho. Savez-vous que la moitié de la population du Tchad vit dans la zone soudanaise dont vous parlez? Autrement dit, Monsieur Habré avait pour objectif d'éliminer la moitié de son peuple? C'est ce que vous voulez dire? Mais ils l'ont fait, Monsieur. Septembre Noir, c'est quoi? Il a donc tué la moitié de son peuple? Vous savez, on ne pourra jamais. Les nazis ont voulu exterminer les Juifs, mais ils ne l'ont pas pu. Aucun peuple, aucun groupe ne peut exterminer. C'est une malheureuse et vieille histoire, mais ce n'est pas dans notre contexte. Donc nous allons revenir à notre contexte, Monsieur Facho, et souffrez que nous puissions vous poser des questions en tant qu'avocat de la défense dans le cadre de ce contexte qui nous préoccupe, comme vous dites. Monsieur Facho, faites-vous passer l'intérêt ethnique avant l'intérêt national en tant que citoyen tchadien? Non, Monsieur le Président, je ne pense pas. Mon parti, il s'appelle l'Union nationale démocratique. Très bien. J'ai cru comprendre au cours de votre déposition que vous étiez tout à fait disposé à sacrifier votre vie pour l'intérêt national. Est-ce bien comme ça que vous vouliez? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Très bien. Vous avez parlé tantôt de la scission, que M. Habré serait à l'origine de cette scission du Tchad en deux parties, ce que l'on appelle communément le Nord-Tchad et le Sud-Tchad. Vous êtes sûr que c'est M. Habré qui est à l'origine de cette scission, de ce 15e parallèle? Je suis bien sûr, c'est lui. C'est lui qui a opéré la scission? Il a opéré la scission en février 1979, en s'attaquant exclusivement aux cadres sudistes et aux sudistes, ce qui a permis la division de la ville. Si vous connaissez N'Djamena, elle est divisée en deux parties. Les nordistes sont au nord, tous les sudistes qui étaient au nord étaient liquidés. Et les gens étaient obligés de se replier dans leur région. La zone sud de N'Djamena ne renferme que les sudistes. Les sudistes, étant très tolérants, acceptent que les frères du Nord vivent avec eux. Ils ne leur feront pas du mal. D'accord. Je ne connais pas N'Djamena, malheureusement.
Et on m'a déconseillé de m'y rendre, monsieur Facho. J'insiste, on m'a déconseillé de m'y rendre. Monsieur Facho, comment expliquez-vous alors que le président Hissène Habré ait délégué des personnalités de son gouvernement auprès des populations du Sud pour pacifier le Sud, pour enfin unir le Tchad, unir comme son nom de parti d'ailleurs? Vous savez, monsieur le Président, de ma nature, je n'aime pas être un figurant d'une action. Parce que nommer quelqu'un comme figurant, comme une guignole, c'est ce qu'on a voulu faire de nous. Des guignols, non, je dis non. Et pourtant, vous avez accepté d'être membre de son gouvernement. Je l'ai répété, parce que j'ai des camarades en prison. Il fallait, même si cet accord n'était pas très clair, que je l'accepte pour libérer mes camarades, même si je devais à mon tour aller en prison. D'accord. Ça, ce sont les libérations qui ont eu lieu, je crois, après l'accord de Bagdad. Lorsqu'on vous a posé la question, justement, à propos de ces prisonniers, de ces combattants prisonniers qui ont été libérés, on vous a posé la question, monsieur Facho, de savoir approximativement combien de prisonniers avaient été libérés. Vous avez déclaré que vous ne pouviez pas avancer un chiffre, sinon celui de 20, qui correspondrait à des cadres. Pensez-vous que c'est digne d'un chef traditionnel, d'un chef politique, de se soucier uniquement et de retenir les noms et prénoms des cadres et de ne pas se souvenir des subalternes? Non, je pense que, monsieur le Président, c'est une extrapolation. Je disais bien qu'un chef connaît les responsables. Il y a tout un ensemble. Je dis que je ne pouvais pas calculer tout ce qu'on a sorti des prisons, mais je connais quelques noms. Je l'ai répété, je connais quelques noms des responsables qui sont sortis. Mais d'autres, effectivement, je peux en faire une liste, j'en ai. J'ai la liste. Et pourquoi? Mais je ne peux pas vous le présenter parce que je n'ai pas tous les noms. Si je vous le présente, ce serait incomplet. Alors si aujourd'hui je vous demandais combien de prisonniers à l'unité près ont été libérés, vous ne seriez pas en mesure de me le dire. Moi, j'étais dans la nature, je ne veux pas donner de faux noms, faire de la spéculation, raconter des bobards quand je n'ai pas les preuves palpables d'une liste avec moi. C'est ça, ma nature. C'est dans votre nature ou vous étiez dans la nature? Non, c'est dans la nature d'être. Ah, dans votre nature d'être. Voilà. D'accord, d'accord. Donc vous ne savez pas aujourd'hui combien de prisonniers ont été libérés, ces fameux prisonniers pour lesquels vous vous sacrifiez pour accepter des fonctions ministérielles. Vous n'êtes pas en mesure de dire à la Cour combien de prisonniers ont été libérés après les accords de Bagdad. Sinon, à peu près une vingtaine de cadres. Monsieur le Président, je crois que je ne veux pas me laisser entraîner sur ce chemin-là. J'estime, et je le dis, qu'il y a eu des centaines et des milliers de prisonniers libérés. Des centaines. L'essentiel pour moi, ce n'est pas... Je dis que si l'accord de Bagdad aboutit à quelque chose de positif, c'est que M. Habré a libéré nos prisonniers. Et je vous dis, quelqu'un disait qu'il n'y avait pas des Arabes. Les prisonniers plus libérés, c'était les Arabes. Il y en avait peut-être 300, 400. C'était des Arabes qui étaient dans les prisons. Donc, je ne veux pas insister là-dessus. Et les autres milliers? Vous avez dit des centaines et des milliers? Oui. Et les autres milliers ou les autres centaines, c'était des quoi? La prison... De quelle ethnie étaient-ils, si vous préférez? Ou de quelle appartenance de parti politique? Maître, si vous lui posez la question, laissez-le répondre. D'accord, Monsieur le Président. Je vous prie de m'en excuser, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Puisqu'il veut un débat... Non, je ne veux pas de débat, Monsieur Facho. Je suis prêt à vous affronter dans ce débat. Je ne veux pas de débat. Donc, ne m'amenez pas à dire certaines choses. Je dis simplement que l'objectif, et je l'ai dit ce matin, que c'était de libérer des prisonniers, toutes composantes confondues. Le GUNT, il y avait les CDR, le Front fondamental, le Front national, etc. Il y avait plein de
organisations qui étaient là, dont les éléments étaient en prison du fait que les responsables appartenaient à ces organisations. Notre but était de libérer ces gens-là. Et je disais que M. Habré a exécuté cela. Et les personnes étaient libérées. Je ne peux pas aller contre, dire le contraire, puisque j'ai assisté à cette libération. Très bien. Je vous remercie, M. Fachot. M. Fachot, soyez rassuré, hein, je n'entends pas entamer avec vous un débat de quelque nature qu'il soit. Tout simplement, nous souhaiterions savoir tout simplement ce qui s'est réellement passé ou ce que vous savez réellement et qui puisse contribuer à la manifestation de la vérité, parce que c'est elle qui nous préoccupe et rien d'autre, Monsieur Fachot. Je fais aujourd'hui simplement votre connaissance, moi. Hein. C'est aujourd'hui que j'ai découvert votre visage et que j'arrive à mettre un visage sur un nom. Vous disiez tantôt que s'agissant des attaques qui avaient été commises par les CODOS, vous aviez décrit en tout cas au moins 2 attaques. Et vous aviez dit que, concernant la deuxième attaque, vous avez utilisé un terme spécifique en parlant de grande embuscade. Donc les CODOS procédaient par embuscade contre les forces armées nationales tchadiennes, contre les FANT. C'est ça? C'était leur mode opératoire? C'était des embuscades? Mais j'ai bien dit que nous n'avions pas d'un soutien extérieur. Et lorsque nous avons formé ces gens, débrouillez-vous, récupérez les armes chez l'ennemi. Nous disons que c'est des ennemis. Et ils ont récupéré les armes chez l'ennemi. C'est ça. C'est tout. Donc, vous étiez un parti politique armé, ou en tout cas avec une branche armée. Ah, vous savez, je ne vous donne pas une leçon, mais les organisations ayant des structures bipolaires, armées et non armées, existent. Je ne veux pas rentrer dans le détail. D'accord. J'ai remarqué que vous avez beaucoup vécu en exil. Est-ce vrai? Je n'ai pas vécu en exil. J'ai suivi ma formation universitaire à Dakar, à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. J'étais major de ma promotion. En ce temps-là, il n'y avait que des Français qui étaient enseignants à l'école. Et on nous a demandé, vous les 3 premiers, il y avait 2 Togolais et moi, est-ce que vous acceptez d'être des enseignants? J'ai donné mon accord. À ce titre, donc, j'ai été recruté comme assistant. J'ai passé ma filière de maître assistant. Ensuite, j'ai passé mon agrég en France, à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc, c'est ce jour de 12 ans au Sénégal qu'il faut peut-être dire que j'ai vécu longtemps à l'extérieur. Mais j'ai préféré, après ces aventures, repartir chez moi. Très bien. Et la vie m'a imposé de ressortir. Et aujourd'hui, la vie m'impose encore de ressortir. D'accord. Peut-être s'il y a quelqu'un qui est triste, abattu profondément, je crois que c'est moi. On va y venir, Monsieur Fachot, on va y venir. Donc maintenant, je comprends, quand vous parlez de 10 ans de présence au Sénégal, c'était donc dans le cadre de vos études et de votre cursus universitaire, en quelque sorte. Très bien. Vous êtes retourné au Tchad en quelle année? En 1981. 1981. Vous êtes retourné au Tchad. Et vous vous êtes lancé dans la vie politique quand? La même année, plus tard? C'est plus compliqué, monsieur. Ah, expliquez-nous. Ça nous intéresse. Vous voulez tout ça? Oui, ça vous intéresse? Ah oui, vous m'intéressez beaucoup, Monsieur Fachot. Vous êtes quelqu'un à qui je porte un intérêt tout particulier, puisque vous êtes le témoin clé de l'accusation. Non, regardez. Vous m'intéressez? Moi, je suis sudiste. Vous êtes sudiste, je prends note. En 1974, j'ai fini mes études vétérinaires. Vous êtes tchadien, quoi? Tchadien. D'accord, je préfère. Et jusqu'aujourd'hui, je suis tchadien. D'accord. Vous avez dit sudiste, hein? Donc, nous savons, c'était le régime de Tombalbaye. Nous avons estimé que le régime de Tombalbaye ne correspondait pas à ce que le peuple tchadien attendait. Nous avons constitué l'opposition au régime de Tombalbaye. Et quand j'ai fini mes études, je suis rentré. Avant de revenir à la rentrée, 1975, je suis rentré. Vous savez ce qui m'est arrivé? Vous êtes rentré où? Hein?
Si vous pouvez être précis, je suis rentré, Au j'ai Tchad. quitté, voilà. Pour J'ai quitté le Sénégal, je suis rentré au Tchad parce que je ne voulais pas commencer aussitôt, je voulais quand même rentrer et m'intégrer et revenir après. En 75. 75. D'accord. C'est la date du coup d'État. D'accord. Avant le coup d'État, vous savez, j'ai subi combien en tant que jeune? Je n'avais que 27 ans. On m'a affecté en 2 mois à Abéché. Dieu merci, je remercie ici le docteur Touadé qui m'a empêché d'aller à Abéché. Autrement dit, je serais mort comme mon ami Kono Jonathan. Pourquoi donc vous dites ça? Et en 79, Oui. en 79, on a tué des gens. Moi, je serais parti, je serais mort là-bas. Je serais mort là-bas. Kono Jonathan, qui a été abattu, un médecin qui servait le Tchad, a été abattu froidement. Vous pensez que c'est bon? Vous seriez mort pour la cause nationale, non? Ce n'est pas une cause nationale. Vous avez peur de la mort? Pour une lutte tribale. Vous avez Non. peur de la mort, monsieur Facho? La mort peut vous rencontrer n'importe où. Même vous, il peut vous rencontrer n'importe où. Mais bien sûr, j'en suis conscient. Voilà. Bien sûr. Mais je n'irai pas au Tchad quand même. Ben, vous défendez un Tchadien et vous ne connaissez pas le pays? Ça me paraît curieux. Ah oui? La première des choses, c'est d'aller au Tchad et savoir quels sont les contextes. S'il vous plaît, j'ai dit pas de débat. Et je l'ai rappelé tantôt. Je pense que c'est un interrogatoire d'un témoin, maître. Je pense qu'il faudrait éviter d'instaurer ce débat entre vous deux. Et monsieur le témoin, j'ai dit qu'en réalité, les réponses que vous donnez s'adressent à la Cour et l'essence de vos réponses vont nous permettre à nous de la Chambre d'abord d'évaluer votre crédibilité et aussi savoir si ça apporte quelque chose par rapport au dossier dont nous sommes saisis. Parce que vous êtes là aussi pour éclairer la Chambre. Merci. Donc, je pense que évitez le débat entre vous deux. Merci, Monsieur le Président, parce que les questions qui sont posées ont tendance à créer un débat. Donc, si monsieur veut un débat, on peut se trouver dehors pour débattre. Donc pourquoi disiez-vous, monsieur Facho, que heureusement, vous n'aviez pas été affecté à Abéché après vos études, sinon vous seriez mort? Qu'est-ce qui vous le fait penser? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Tous les 4 sur 10 qui se trouvaient à Abéché ont été massacrés. Il y a des preuves. D'accord. OK. Le président, c'était encore du temps du règne du président Tombalbaye? Non, il avait été renversé, je crois, en 73, non? Tombalbaye a été renversé en 75. 75. C'était lui qui était président encore à l'époque? Renversé, ce n'était pas lui, c'était Maloum. C'était les militaires. Donc vous êtes arrivé juste au début de la Deuxième République, quoi, du régime Maloum. Oui. C'est ça. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord, d'accord. Monsieur Maloum était originaire du Sud. Je ne vais pas dire que c'était un sudiste, hein, entendons-nous bien. Il était bien originaire du Sud, Tchad? Bien sûr. D'accord, d'accord. Donc c'était le régime légal. Et vous dites que vous auriez été probablement tué, pour ne pas dire assassiné, si vous aviez été affecté à Abéché en 75 à votre retour au pays. Non, 79 pendant la guerre civile. D'accord. Monsieur Habré n'était pas encore à la tête des affaires de l'État à cette époque-là. Et Non, pourtant, les sudistes étaient mal vus, apparemment, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, les sudistes étaient mal vus dans le Nord? Je répète, en 75, je vous ai dit, j'ai fait un petit séjour au Tchad Oui. et je suis revenu au Sénégal pour prendre mes enseignements. Donc, je n'étais plus au Tchad. Je suis reparti au Tchad, je vous l'ai dit, en 1981. Donc, je n'étais pas au Tchad. Non, c'était, excusez-moi, monsieur Facho, c'est simplement pour une précision chronologique. Moi, je parle quand vous faisiez allusion à votre affectation, et que pour laquelle, heureusement, vous n'aviez pas été... C'était en quelle année que vous n'aviez pas été affecté à Abéché? C'était en quelle année? Je devais être affecté en 75. En qualité de De chef de circonscription vétérinaire D'accord. de l'Est.
Et si j'étais resté là-bas, Oui. en 79, je serais tué, je serais mort. Pourquoi? Parce que le régime de M. Habré a tué tous les sudistes, cadres, et je rappelle, mon ami Kono Jonathan, Oui. qui était médecin en ce temps-là à Béché, et tant d'autres ont été massacrés. Très bien, j'en prends bonne note. Monsieur Fachot, arrivait-il, selon vous, ou si vous en avez eu connaissance, donc selon vous, arrivait-il que des groupes Kodos dans le sud Tchad s'en prennent, ou si vous préférez, exercent des exactions contre des populations du sud même? Est-ce que vous avez des gens à oui-dire de pareilles situations provoquant, bien sûr, bien souvent des morts au sein de la population civile? Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Parce qu'un monsieur qui est passé avant vous ici nous a dit que c'était arrivé dans le contexte politico-historique de l'époque. C'était autre chose. C'était une confrontation qui opposait les éléments dissidents de l'ANT de Kamongé entre eux et d'autres qui ont rallié le régime de M. Habré. C'était eux. Non. C'est à ce tout-là qu'il y a eu des morts. D'accord, vous êtes libre de penser ça, mais moi, je vous dis, la question est très précise. Avez-vous ouï dire, entendu, aviez-vous connaissance si il était déjà arrivé que des groupes Kodos, je ne dirais pas rouge, cocotier, etc., que des groupes Kodos s'en prennent à des populations civiles du Sud? Non. Non. Très bien. Donc vous aviez exhorté, si je comprends bien, les populations, enfin les Kodos du Sud qui commençaient donc à émerger, à attaquer l'ennemi, à s'emparer de leurs armes parce que vous n'aviez pas les moyens de les aider. C'est bien ça? Une lutte de maquis, si vous avez connaissance des luttes de maquis, la lutte de maquis, c'est ça. C'est récupérer les armes chez l'ennemi. D'accord. En tant que républicain et démocrate, comme vous vous qualifiez, vous pensez que cela est conforme à l'esprit, à l'époque, et de la loi et de la constitution tchadienne. Ça ne vous interpellait pas? Est-ce qu'il existait une constitution tchadienne était bafouée? Elle n'existait pas. Si une constitution existait, M. Hissène Habré n'allait pas tenter de déstabiliser le groupe qui devait nous conduire à un processus électoral, démocratique, et stabiliser le pays. À un moment, vous avez dit que c'est l'expression que vous avez utilisée. Vous avez dit « je résidais ». Vous avez parlé de résidence, donc je suppose que c'était une résidence. On réside dans un pays lorsqu'on y habite 6 mois plus 1 jour, en règle générale. Ça, c'est une définition du point de vue fiscal. Bon, vous avez résidé à Cotonou? On était réfugiés à Cotonou. Vous étiez réfugié à Cotonou. Vous êtes resté combien d'années à Cotonou? C'est pour notre information, hein, c'est... Nous sommes restés 6 ans. Vous êtes resté 6 ans à Cotonou. Et à un moment, vous avez dit, lorsque j'ai envisagé de quitter Cotonou, c'était dans le but d'aller m'installer au Burkina Faso. Ouais. Pourquoi le Burkina? J'ai des amis qui m'ont dit, si ça ne va pas, tu viens. D'accord, vous avez des amis. C'est des amis que vous avez connus dans le cadre de vos activités politiques ou tout simplement humaines, relationnelles, du point de vue de relations humaines? Des amis universitaires, des amis sur les relations humaines. Donc, politiquement, vous n'étiez pas lié à ces personnes-là, si je comprends bien? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Et pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre village avec vos 6000 habitants que vous auriez tant aimé chérir et vivre avec eux et parmi eux? Votre vie était en danger, en quelque sorte? Je ne sais pas, je ne suis pas un suicidaire, monsieur. Ah, vous aimez la vie comme tout le monde? Oui. Oui, d'accord. Vous êtes exilé politique en France depuis quand, monsieur Fachot? Ça ne vous intéresse pas, ça ne correspond pas à la période dont je laisse la Cour apprécier ma question.
depuis quand êtes-vous résident exilé politique en France, monsieur Fachot? J'insiste. Je dis, cela ne rentre pas dans notre objectif. Est-ce que vous pouvez répondre? Hmm? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Moi, je pense que ça ne rentre pas dans notre contexte. C'est pourquoi je ne voulais pas répondre. La Chambre vous demande de répondre à la question. Si c'est la Chambre, je réponds. Depuis 2008. Depuis 2008. Ouais. Autrement dit, grosso modo, depuis 7 ans. D'accord. Le Tchad a connu donc un changement de régime, nous sommes bien d'accord, à compter du 1er décembre 1990, date de renversement de M. Hissène Habré par M. Idriss Déby. C'est bien ça? Oui. Où étiez-vous à ce moment précis, le 1er décembre 1990? Mais j'ai donné des exemples ce matin, comment M. Hissène Habré a abandonné ses propres collaborateurs, fans, et que je me suis occupé d'eux, pour les faire traverser au Cameroun. Pour les faire traverser au Cameroun. Ouais. Et vous êtes revenu au Cameroun ensuite? Au Tchad, pardon, autant pour moi. Après une semaine au Cameroun, Ouais. je suis revenu au Tchad. Très bien. Et après, votre séjour s'est déroulé comment? Jusqu'à quand êtes-vous resté au Tchad? J'ai fait la prison. Ah bon? Vous avez été emprisonné par qui? Par le régime, le nouveau? Le nouveau régime m'a mis en prison. D'accord. Vous Soit pouvez nous raconter un peu? Soit Oui. disant que je préparais un coup d'État alors que je n'avais même pas un calibre 12 dans ma maison. Un calibre 12. Ouais. Vous voulez parler d'un fusil de chasse? Oui, je n'avais même pas un fusil de chasse chez moi. D'accord. Dites fusil de chasse. Les gens comprendront mieux, je pense, l'assistance. Apparemment, vous aimez bien les calibres. Je suis chasseur, c'est pour cela que j'ai compris quand vous m'avez dit calibre 12, je vous ai dit un fusil de chasse, autrement dit. D'accord. Et vous avez été emprisonné quand, monsieur Fachot? Le 17 octobre 1998. Le 17 octobre 1998. Ah! Donc ce n'est qu'en 1998 que vous avez été inquiété, 8 ans après la prise de pouvoir par monsieur Idriss Déby, c'est ça? C'est clair. D'accord. J'ai toujours été, on m'a demandé de participer à un gouvernement, je refusais. Donc pendant ces 7 ans ou 8 ans, vous viviez au Tchad? Je vivais au Tchad, oui. D'accord. Vous exerciez quoi comme profession? Vétérinaire, toujours? J'étais consultant, Oui. enseignant à l'université. Très bien, merci. Et vous vous adonniez à des activités politiques? J'étais dans des associations qui luttaient pour les droits de l'homme. Nous avons créé ce qu'on appelle le groupe d'action et de réflexion d'action citoyenne, parce que nous avions pensé que nos populations ne connaissaient pas très bien leurs droits et que notre devoir était de les apprendre à connaître leurs droits. D'accord, alors si j'ai bien compris, vous avez renoncé Maître. à votre carrière de politicien pour Maître. faire de l'associatif. Maître, vous pouvez établir pour en tout cas pour la Chambre les liens entre vos questions et puis le sujet sur lequel nous débattons. Très bien. Non, c'est... Non, je vous demande s'il y a un lien, vous pouvez nous démontrer vers où vous tendez, parce que nous, jusqu'à présent, on ne comprend pas. C'est pour cela que nous voulons savoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis sur la fin parce que j'aurais peut-être encore une question à poser à Monsieur Fachot. C'était simplement pour savoir où il avait vécu après donc le renversement du régime de Monsieur Hissène Habré et combien de temps aurait-il... Donc, j'ai bien compris. Donc, vous avez quitté le politique pour aller dans l'associatif. Et vous avez fait donc combien de jours, de mois de prison à compter d'octobre 2008? J'ai fait 48 heures dans les cellules de la police politique. Et grâce à l'appui des amis à travers le monde, parce qu'on ne justifiait pas que M. Balam soit en prison. Donc vous avez fait en fait une garde à vue, 48 heures. 48 heures, 72 heures. Vous n'avez pas fait de la prison en fait, c'est une garde à vue. C'est de la prison. Enfin, vous avez été privé de votre liberté pendant 48 heures, c'est une garde à vue, vous n'avez pas été donc condamné par un tribunal. Sur quelle base? Non, je ne sais pas. Et vous aviez été inquiété, pourquoi? Non, parce que je pensais que le régime n'allait pas dans la voie que nous souhaitons, c'est tout. Et vous dénonciez cela? Je le dénonçais. D'accord, Voilà. très bien.
Et qu'est-ce que vous pensez du régime actuel? C'est pas moi, là, je ne réponds pas, Monsieur le Président. D'accord. Vous envisagez un jour, Monsieur Facho, de retourner vivre au Tchad? C'est mon Comme pays. vous êtes un cadre et que le Tchad a besoin de cadres et que vous êtes très intéressé, en fait, particulièrement, vous mettez un accent sur l'éducation, la santé. Vous êtes prêt à retourner au Tchad, aider les populations tchadiennes et aider le Tchad à émerger un jour? Vous envisagez de retourner après votre exil politique? Le Tchad, c'est mon pays. Je le sais. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des contraintes objectives que je ne veux pas rentrer là-dedans pour ne pas passer d'une autre situation à une autre. Je dis, quand le temps viendra, je rentrerai chez moi. D'accord. Autrement dit, vous n'avez pas confiance au régime actuel. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de sécurité et que ce n'est pas encore un état de droit qui vous permette de vivre librement et d'exercer librement vos activités au Tchad. Vous le dites, monsieur. Non, je vous pose la question, je ne sais pas. Mais je dis, vous le dites. Donc c'est la vérité. Si c'est la vérité, c'est vous seul que le savez. J'insiste, Monsieur Facho, il faut répondre à cette question. Vous êtes concerné, nous sommes tous concernés par cette question. Pensez-vous que le régime actuel du président Idriss Déby soit véritablement un régime démocratique et que la liberté d'expression existe actuellement de façon effective au Tchad? Monsieur le Président, je ne réponds pas. Pourquoi ne retournez-vous pas donc vivre au Tchad? Ça dépend de moi. Mais pourquoi donc? Monsieur le Président, je ne suis plus d'accord. Je me suis tu, Monsieur le Président, et je voudrais que ce soit acté pour le respect du contradictoire. Mais je ne peux pas accepter ce genre de foire. Déjà ce matin, on a fait savoir qu'un avocat des partis civils aurait dit que. Je ne supporte pas ce genre de choses. Maintenant, un témoin vient et on essaye de le ridiculiser. Je ne veux pas que vous continuiez, Monsieur le Président. Je vous remercie. Maître, y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions, Monsieur le Président. Je remercie la Cour, mais je crois savoir que mon confrère, mon excellent confrère... Je vous en prie, pas de débat. ...n'a pas la police d'audience. Je vous remercie, messieurs de la Cour. OK. Monsieur le Président, avec votre autorisation, une simple observation. Je n'ai pas de questions. Il a été dit que le témoin n'a pas mentionné ses liens de parenté devant le juge d'instruction. Cela figure bien à la cote D12-27 en page 6. Je vous remercie. Merci. Bien, Monsieur Facho, je crois que nous sommes au terme donc, de votre témoignage. La Chambre vous remercie pour toute la diligence que vous avez faite et dit que donc, nous sommes au terme et que vous pouvez vous retirer. Merci, Monsieur le Président. Bien, en principe, nous devons procéder à l'audition du prochain témoin. Comme on ne voudrait pas avoir trop d'interruptions, nous pensons qu'il est opportun d'observer la pause maintenant et ensuite procéder à son audition. Donc, juste 15 minutes de pause.